Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que la plupart d'entre vous ont eu le temps de se mettre sur le webinaire avec toute la circulation et les complications. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter ce webinaire qui est organisé en réalité par le Lipid Clinic Network. Donc, c'est une organisation qui se trouve en Europe, siégée en Italie, et qui s'organise avec la Société européenne d'athérosclérose, donc la European Atherosclerosis Society. Alors, donc, moi, je m'appelle Olivier Descamps, je travaille à l'hôpital de Jolimont, je suis interniste, donc plus spécialisé dans les lipides. Et au programme, on aura donc la lipoprotéine petit a, avec trois orateurs spécialisés dans le domaine des lipides. Hein, vous connaissez sûrement Caroline Walmack, qui est diabétologue au CHU de Sartillement à Liège et qui va nous parler de ce qu'on doit savoir à propos de la lipoprotéine petit a, donc un peu les bases. Et puis, on aura Fabien Demeur, qui est cardiologue au CHU de Montgodine, spécialisé également dans la décompensation cardiaque et aussi dans les lipides. Et puis, bien sûr, moi-même. Donc, Fabien, lui, va vous parler plutôt de comment intégrer la lipoprotéine dans le calcul du risque cardiovasculaire. Et puis, moi-même, je vous parlerai de la prise en charge actuelle et future de la lipoprotéine petit a. Alors, tout de suite, si vous avez une question à poser, et peut-être qu'il faudra le rappeler hein, pour ceux qui vont arriver plus tard, donc si vous avez une question à poser, écrivez-la sur le chat. Il n'y aura pas beaucoup la possibilité de poser ces questions oralement pour des raisons d'organisation, donc posez-la sur le chat. Et donc, vous écrivez votre question et on en parlera juste à la fin. On en discutera ensemble. Alors, donc, on va commencer tout de suite avec Caroline. Donc, Caroline qui va vous présenter ce qu'est la lipoprotéine petit a. Donc, je ne sais pas si tu es prête, Caroline. Voilà. Merci, Caroline. Bonsoir à tous. Entrons directement donc, dans le vif du sujet. Donc, la lipoprotéine petite a, c'est quoi? Donc, c'est une lipoprotéine LDL, donc dont l'ApoB est liée de manière covalente à une autre apolipoprotéine, qui est la polypoprotéine petite a. Alors, cette apolipoprotéine petite a donc, a un gène qui est dérivé du gène du plasminogène. Et elle a pas mal d'homologie de structure donc, avec le plasminogène. Donc, elle a un domaine protéase donc, qui est dérivé du domaine protéase du plasminogène, mais inactivé, donc qui n'a pas l'activité du plasminogène. Elle a également différents domaines protéiques, donc un domaine K5 comparable à celui du plasminogène, et surtout la répétition donc, de toute une série de domaines protéiques donc, issus du domaine K4. Il y a donc 10 dérivés de K4 sous-type 1 à sous-type 10. Donc, de sous-type 1 et 3 à 10, ils sont présents en une seule copie. Par contre, le sous-type 2 peut être présent dans un nombre de copies très, très variable, allant donc d'un nombre très faible à un nombre très élevé, à plus de 40 copies. Et donc, l'existence d'un nombre de copies très différent de ce domaine va entraîner une variété importante de taille de ces isoformes de la polypoprotéine A. La taille de ces isoformes va intervenir directement dans le déterminisme de la concentration de la LP petit a. Ainsi, les isoformes de petite taille, qui vont être produites plus rapidement et également moins soumises à une dégradation au niveau du réticulum endoplasmique que les isoformes de grande taille, vont être produites en plus grande quantité et déterminer des concentrations plus élevées de lipoprotéine A. Et donc, inversement, les isoformes de grande taille détermineront des concentrations plus faibles. Alors, au niveau de viennent modifier cette relation inverse entre la taille de l'isoforme et la concentration. Donc, une série de variants dans le gène de la LP petit a qui peuvent être des variants qui augmentent la concentration ou qui la diminuent. Dès lors, donc, après ce que je viens de vous expliquer, il en ressort que le déterminisme des concentrations plasmatiques de cet LP petit a est essentiellement génétique pour plus de 80%, voire 90% génétiquement déterminé. Les facteurs non génétiques ont alors une influence mineure sur ces concentrations LP petit a.
on a d'abord donc des modifications de mode de vie ont très peu d'effets. Donc, on a juste décrit donc que des régimes donc low carb, high fat pouvaient diminuer un petit peu donc les concentrations des petit a. Les hormones peuvent avoir également donc un rôle, notamment donc les hormones thyroïdiennes. Donc, dans l'hyperthyroïdie, on va avoir plutôt une augmentation, une diminution pardon, de la L-peptida, l'hypothyroïdie à l'inverse, une augmentation. Pendant la grossesse, on aurait une augmentation de la L-peptida également. Donc, les maladies rénales, l'insuffisance rénale chronique entraîne une augmentation de la L-peptida. Et puis, l'inflammation a également donc, une influence qui peut être différente en phase aiguë, en phase chronique. En phase aiguë, donc, l'inflammation peut réduire modérément les taux d'L-peptida, notamment en phase aiguë d'infarctus du myocarde. Par contre, dans les inflammations chroniques au long cours, il semble qu'il puisse y avoir plutôt une légère augmentation de cette L-peptida. Alors, les concentrations moyennes d'L-peptida sont différentes en fonction des ethnies. Donc, vous voyez ici que donc, les sujets d'origine chinoise ont donc les concentrations les plus faibles d'L-peptida en moyenne. Puis, donc, on a donc, les sujets d'ethnie blanche, les Japonais, puis des concentrations moyennes plus élevées chez les hispaniques et donc les personnes d'ethnie noire. Les concentrations d'L-peptida sont un tout petit peu plus hautes chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme, elles ne varient pas donc, au cours de la vie. Donc, on considère que les concentrations donc, sont atteintes à l'âge adulte vers 18 ans, quoique le gène soit déjà pleinement exprimé donc, dans l'enfance. Et puis, chez la femme, il y a une variation après la ménopause où on remarque donc, une augmentation de l'ordre d'une dizaine donc de 5 à 10 de concentration de L-peptida à la ménopause. L-peptida et maladie cardiovasculaire athéromateuse, quelles sont les données épidémiologiques? Donc, ce sont des données issues donc, de la banque de données de l'UK Biobank. Donc, ce sont des données qui portent donc sur les événements cardiovasculaires majeurs, c'est-à-dire donc l'infarctus du myocarde fatal et non fatal, l'AVC donc ischémique athéromateux fatal et non fatal, et donc les revascularisations, soit donc par pontage, soit donc les stenting au niveau coronarien. Et donc, on voit qu'il existe une relation tout à fait linéaire entre les concentrations d'L-peptida et ces événements cardiovasculaires majeurs, que ce soit donc dans la race blanche ou donc dans la race noire. Donc là, donc le fait que l'intervalle de confiance est plus grand est probablement lié au fait qu'il y a moins d'individus donc étudiés. Alors, si on représente ceci donc, en fonction donc, des taux d'LP, donc petit a, et donc du risque cardiovasculaire, donc d'événements cardiovasculaires à l'échelle d'une vie, donc à 80 ans, vous voyez donc que l'on regarde en vert les personnes qui ont une LP petit a à 7 mg par décilitre, ce qui est la médiane dans la population. Mais si on les compare avec des personnes qui ont une LP petit a donc, de 150 mg par décilitre, ceux qui ont une LP petit a à 150 ont un risque à 80 ans qui est donc multiplié par plus d'un facteur 3. Alors, est-ce que donc, l'LP augmente de manière donc l'ensemble donc des pathologies donc cardiovasculaires? On sait qu'il y a une forte augmentation donc du risque de sténose valvulaire aortique donc en cas d'augmentation de la L-peptida, et cela se voit donc avec un seuil d'L-peptida relativement bas par rapport donc notamment au stroke ou à la décompensation cardiaque, avec des valeurs déjà à partir de 30 mg de 30 mg. Et puis, donc, l'infarctus du myocarde donc, augmente également donc, pour des valeurs relatives donc, aux alentours de 50. Par contre, ce qui correspond donc, au 80e percentile dans la population. Par contre, pour le stroke ischémique et donc, la décompensation cardiaque, on voit une augmentation donc, du risque significatif pour des valeurs un peu plus hautes, aux alentours du 90e percentile des valeurs de LP petit a. Il existe également une association franche avec le risque d'artériopathie périphérique, et on retrouve également une association avec le risque d'anévrisme de l'aorte abdominale. Alors,
LP petit a et maladie cardiovasculaire athéromateuse, quelles sont donc les données génétiques? Donc, vous savez que ces dernières années, donc, ce qui est du domaine de la génétique a apporté beaucoup de donc, réponses à différentes questions. Et ici, donc, il existe au niveau de la LP petit a, comme je vous l'ai dit précédemment, des variants qui sont responsables d'une augmentation de concentration de LP petit a. Ces variants, donc en rouge, donc, ont été associés de manière forte avec une augmentation du risque cardiovasculaire. Les variants, à l'inverse, responsables de valeurs basses de LP-A sont associés avec une réduction du risque cardiovasculaire. Et ces études, donc ces données génétiques, permettent donc d'argumenter pour donc, une causalité donc, entre LP-A et maladie cardiovasculaire. Alors, ici, donc, on reprend de nouveau donc, les événements cardiovasculaires majeurs qui sont les mêmes que ceux que je vous ai expliqués tout à l'heure donc, sur les études épidémiologiques. Et donc, on regarde en fonction donc, du nombre de variants donc, présents. Donc, soit donc, à la première ligne, passant à 0 variant, donc, et donc, un variant, ce qui augmente son taux d'L-peptida donc, aux alentours de 63 mg par décilitre, deux variants aux alentours de 113 mg par décilitre. Lorsqu'on a deux variants, on a un risque relatif donc, de 1,89 par rapport au patient, donc de ces événements cardiovasculaires majeurs par rapport au patient qui n'a pas de variant. Alors, chose importante, donc comme je vous ai dit, il y avait une homologie de structure avec donc le domaine protéase, mais inactivé donc au niveau de la L-peptida par rapport au domaine protéase du plasminogène. Et donc, la question se pose des événements thromboemboliques. Au niveau donc de ces études génétiques, la présence de un ou deux variants augmentant la LP-A n'augmente pas le risque de maladie d'événements thromboemboliques veineux. Et également dans l'étude donc génétique, c'est que si l'on compare donc les patients qui ont une LP petit a basse, donc qui sont dans le quintile inférieur en termes de concentration d'LP petit a par rapport aux personnes du quintile supérieur, on a une augmentation chez ces patients avec LP petit a basse du risque de diabète, donc avec un hazard ratio à 1,38, donc entre le quintile inférieur et le quintile supérieur. Donc, ceci donc, sera à tenir en tête donc, lors de la réalisation donc, les études des molécules qui vont cibler des réductions d'L-peptida en termes notamment d'éventuels effets secondaires. Alors, quels sont les mécanismes donc, pathogéniques de cet L-peptida? Ben, comme toutes les molécules porteuses d'une ApoB, donc on va avoir un effet pro-athérogénique, bien entendu, mais il y a également donc, un effet pro-inflammatoire très prononcé de la LP-A lié donc à la présence importante de phospholipides oxydés. Et il y a une étude toute récente qui vient de sortir, donc génétique, qui montre que manifestement, donc à quantité donc moléculaire égale, la LP a un pouvoir athérogène plus prononcé que le LDL. Alors, un effet donc prothrombotique est également donc évoqué, donc notamment via l'interférence donc du domaine entrant en compétition avec le plasminogène. Quelles sont les concentrations la distribution des concentrations d'LP petit a dans la population? Donc, vous voyez donc 20 à 30% de la population va avoir des valeurs de LP petit a considérées comme élevées, c'est-à-dire donc au-dessus de 30 mg par décilitre ou de 75 nanomoles par litre, donc valeur considérée comme élevée car augmentant donc le risque cardiovasculaire. Alors, donc, comment doit-on doser la LP-A? Il est recommandé donc, d'utiliser donc, une méthode qui est insensible à la présence d'épitopes répétitifs. Donc, il ne faut pas choisir un épitope présent plusieurs fois, puisque qui risque de fausser la mesure. Et il faut également donc, essayer donc, d'avoir une méthode de mesure plutôt donc, molaire, donc en nanomoles, si c'est possible. Alors, plutôt que
Les valeurs absolues, on a choisi donc des seuils, seuil supérieur à 50 mg par décilitre, 125 nanomoles par litre, qui est un seuil qui donc indique une augmentation du risque cardiovasculaire dans cette situation chez le patient. Par contre, si la valeur de L-peptida est en dessous de 30 mg ou 75 nanomoles, il n'y a pas d'augmentation de risque liée à la L-peptida. Et entre les deux, donc, on a une zone grise donc, dans lesquelles donc, le risque, donc la L-peptida doit quand même être donc, inclus dans le calcul du risque cardiovasculaire. Le professeur Derber y reviendra après. Alors, quand faut-il doser la LP petit a? La LP petit a, elle devrait être mesurée au moins une fois dans la vie de chaque adulte pour identifier donc les personnes à haut risque du fait d'un taux élevé de cette LP petit a. Chez les sujets plus jeunes, est-ce qu'il faut la doser? Ben, chez les sujets jeunes avec des AVC, notamment à l'adolescence, on a remarqué ça que ces personnes pouvaient avoir des taux d'LP petit a élevés. On préconise également de le doser chez les sujets plus jeunes s'il y a des antécédents familiaux d'L-peptida élevés ou des sujets jeunes avec maladie cardiovasculaire prématurée sans autre facteur de risque identifiable. Un screening en cascade est également proposé, mais je pense que le professeur Descamps va en parler tout à l'heure. Donc, quels sont les messages clés de ma présentation? Donc, il existe vraiment une association continue entre les concentrations de L-peptida et les maladies cardiovasculaires athéromateuses. La concentration de la L-peptida, elle est déterminée génétiquement pour plus de 80%. Donc, elle varie peu au cours de la vie. La L-peptida est considérée comme un facteur de risque de maladie cardiovasculaire athéromateuse, de sténose valvulaire aortique, mais pas de maladie thromboembolique veineuse. Et on devrait la doser au moins une fois chez chaque adulte pour identifier les sujets à haut risque. J'en ai terminé pour ma présentation. Je vais passer la parole. Je te repasse la parole, Olivier, ou je passe Oui, la ben parole oui, merci en à tout Fabien? cas beaucoup et tu as vraiment établi un petit peu toute la problématique de cette hypoprotéine petit a en termes de pathologie et tu as effleuré justement comment on peut l'utiliser en pratique et donc c'est justement Fabien maintenant qui va nous dire mais comment utiliser cette lipoprotéine petit a en pratique notamment pour évaluer le risque et nuancer le risque cardiovasculaire. Voilà, merci et vas-y Fabien, tu peux commencer. Merci, Olivier. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler de l'impact comment va-t-on utiliser cette lipoprotéine A maintenant qu'on a appris comment faire le dosage et chez qui dans l'évaluation du risque cardiovasculaire de notre patient. Donc, d'abord, on va parler un tout petit peu d'évaluation du risque cardiovasculaire, puisque depuis 2021, on a des nouvelles recommandations d'évaluation du risque cardiovasculaire. Et dans ces recommandations, qui sont affichées ici pour le diagramme principal, est mis en avant le fait d'évaluer le risque cardiovasculaire dans une série de populations de patients. Les patients apparemment sains, on utilisera une table de risque. On sait que les patients qui ont des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques préalables ont un risque cardiovasculaire qui est considéré comme très, très élevé. Ces patients-là nécessiteront également un screening de leur LPA. Et dans certaines conditions spécifiques, certaines maladies comme le diabète, l'insuffisance rénale, les hypercholestérolémies familiales, ils ont leur propre risque cardiovasculaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces populations a été ajouté aussi tout ce qu'on appelle les modificateurs de risque. Il en existe une série qui sont proposés et décrits. Et donc, la LP petit a peut être considérée comme un modificateur de risque dans l'évaluation cardiovasculaire de notre patient. Alors, si je reprends le tableau qu'Olivier a publié il y a maintenant 2 ans dans le Louvain médical, on reprenait toutes les catégories de risques, risque faible à modéré, haut, très haut. Et en fonction des pathologies sous-jacentes, maladie cardiovasculaire, diabète, maladie rénale, on sait catégoriser le risque du patient en fonction de certains critères qui sont rappelés sur cette dia et qui sont donc disponibles si vous le souhaitez. Donc ces patients, on va les catégoriser en risque. Donc cette catégorie ne tient pas compte de cette LPA, mais donc on pourra ajouter l'intérêt de la LPA en plus de ce risque pour pouvoir, ce qu'on va dire, affiner le risque. Prenons par exemple un patient diabétique qui n'atteint pas le très haut risque parce qu'il n'a pas les critères. S'il a par exemple une LP petit a élevée, on va peut-être considérer son risque plus élevé et le faire passer d'une catégorie supplémentaire.
Pour les patients apparemment sains, on va utiliser une table de risque. Et donc, depuis 2021, est recommandée la table de risque score 2, qui a supplanté l'ancienne table score et aussi la table score Belgique qui était utilisée préalablement. Cette table de risque est une table européenne qui évalue le risque, cette fois-ci cardiovasculaire fatal et non fatal, contrairement à l'ancienne table score qui évaluait seulement le risque fatal. On utilise le cholestérol non HDL plutôt que le cholestérol total, ce qui permet de tenir compte du caractère neutre, en tout cas du HDL cholestérol, puisque le fait qu'il soit bénéfique est plutôt remis en question, mais en tout cas, il est neutre. Donc, on va le retirer du cholestérol total pour garder les particules athérogènes. On va catégoriser le risque en fonction de l'âge, ce qui n'était pas le cas préalablement. Et donc, on aura 3 catégories, risque faible à modéré en vert, orange haut risque et rouge très haut risque. Si on parcourt cette table d'un peu plus près, quels sont les facteurs de risque qu'on va utiliser? Alors, premièrement, on a des facteurs qu'on connaissait déjà, donc le cholestérol, et ici, on utilisera le non-HDL, l'âge du patient, le sexe, la pression artérielle systolique et le statut tabagique actif. Et donc, en fonction de ces différents facteurs de risque, on pourra sélectionner une catégorie de risque du patient. Juste un petit... Voilà. Donc, cette catégorie, si on prend ici l'exemple d'un patient qui a aux alentours de 50 ans, 52 ans par exemple, et une tension un petit peu élevée, mais qui est encore considérée comme normale haute, entre 120 et 139, il est non tabagique et c'est un homme. Il a un non-HDL qui va se situer en dessous des 200 mg par décilitre ou aux alentours. Et donc, on va pouvoir catégoriser le risque à 5%. Donc, ce patient a 5% de risque de mortalité. Donc ici, ce risque, il est orange, mais il est proche du vert, donc il est juste à la limite du risque. Puisqu'il a 52 ans, il est dans la catégorie des patients entre 50 et 69 ans. Entre 5 et 10%, on le considère donc à haut risque, raison de la couleur orange. Donc ce patient est à haut risque. Alors, on peut utiliser une façon plus pratique, plus facile de calculer ce risque. Il existe un site Internet bien fait qui est le site www.you-prevent.com. Ce site a un calculateur en ligne que je vais vous montrer. Donc, on peut sélectionner le calculateur, le score 2 ici chez notre patient. J'entre les données similaires. Donc, un patient, un homme qui est de 55 ans, il ne fume pas, 135 de pression artérielle systolique, un cholestérol total à 230, un peu élevé, son cholestérol comme on entend souvent, 37 de HDL, malheureusement un peu faible pour un homme, et 140 de LDL, qui est une valeur qui peut être considérée comme élevée, et en tout cas qui est proche de la moyenne belge. Puisque ici, je vous reprends des données qui proviennent du professeur Ritschel, qui est le PI de l'étude Asclepios, et qui sont des données de son étude et ainsi que des données du registre Monica, qui montrent le LDL cholestérol moyen en Belgique. Et comme vous pouvez voir, le LDL cholestérol moyen en Belgique est de 130 mg par décilitre. Donc en Belgique, notre cholestérol est relativement élevé en moyenne. Donc, ce patient, si on prend toutes ces données, le calculateur nous donne ici un risque un peu plus précis de 5,2%. Donc, on se situe toujours bien entre le 5 et le 10%, donc le haut risque. L'intérêt aussi de ce calculateur, c'est qu'il va nous permettre de voir quel est le bénéfice d'une baisse du LDL. Si on le baisse à moins de 70, ce qui est la cible de son risque, on va baisser son risque de 1,9%. Donc, il va avoir une baisse relativement notable de son risque lié à un traitement hypolipémiant. Il avait une tension un petit peu normale haute. Si on la faisait baisser en dessous de 130, on gagnerait même encore un tout petit peu au niveau du risque cardiovasculaire. Donc, on peut adapter les cibles et voir le bénéfice attendu d'un traitement quand on utilise ces tables de risque. Alors, je vous présente ici aussi un concept qui existe, qui est ce qu'on va appeler les facteurs de risque non traditionnels. Donc, on a vu avec cette table de risque tous les facteurs traditionnels. Il existe toute une série de facteurs de risque non traditionnels qui peuvent modifier, adapter le risque cardiovasculaire. Et parmi tous ces facteurs de risque non traditionnels, il y en a un que j'ai encadré, la lipoprotéine petit a. Alors, comment est-ce qu'on va l'intégrer? Eh bien, Caroline Walmach vous a déjà montré l'intérêt de la lipoprotéine dans le risque d'événements cardiovasculaires. Donc, on sait que le risque athérothrombotique est majoré dès des valeurs de 30 à 50 mg par décilitre, comme elle vous l'a montré, que ça représente 20 à 30% de la population mondiale. Et on peut avoir donc un intérêt d'intégrer cette valeur dans l'évaluation du risque cardiovasculaire et certainement pour les patients qui ont des valeurs à partir de 30 mg par décilitre. Alors, comment est-ce qu'on va l'intégrer? Donc ici, c'est un exemple qui utilise une évaluation du risque cardiovasculaire qui est propre aux anglo-saxons, mais qui peut s'adapter à notre table score 2. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a
une catégorisation de risque cardiovasculaire d'événements, dont les colonnes bleues, 5, 10, 15, 20 et 25% d'événements cardiovasculaires, de pourcentage d'événements cardiovasculaires. Et quand on s'éloigne vers le vert, on a les taux de LP petit a des patients. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'un patient qui a 25%, la colonne la plus à droite, de pourcent de risque d'événements cardiovasculaires, s'il a une LP petit a très élevée, à 150 mg par décilitre, c'est plus 25% de risque qu'il a, mais c'est 43% de risque. Donc, on va avoir presque un doublement du risque cardiovasculaire de ces patients. Donc, intégrer la lipoprotéine petite a permet d'affiner et d'adapter le risque cardiovasculaire du patient. Donc, on prend ici un exemple chiffré, un patient qui a 50 mg par décilitre. Donc, on a vu avec le Dr Walmart que c'est à peine la limite considérée comme étant le début des événements, du risque d'événements cardiovasculaires. Eh bien, il y a un risque de 1,4 fois, ça augmente d'1,4 fois le risque cardiovasculaire dès 50 mg par décilitre. Et si on monte donc à des 150 mg par décilitre, on va avoir donc un risque qui va être multiplié, qui peut atteindre un risque additionnel de 43 en plus, donc de 2,7 fois, plus de 2 fois, le risque d'événements cardiovasculaires. Donc, l'addition de la LP petit a un intérêt sur les tables de risque classiques comme on les utilise habituellement. Alors, si je reprends l'exemple du patient de tout à l'heure, où on a vu qu'il est à 5,2% selon le score 2, donc le haut risque, imaginons que je vais lui donner une LP petit a élevée, et alors je vais utiliser un autre calculateur disponible, qui est ce qu'on appelle le LPA Clinical Guidance, disponible sur ce site Internet, qui utilise à peu près les mêmes données, un petit peu plus de données parce qu'il utilise aussi le poids, la taille et également quelques informations additionnelles comme le traitement sur la tension et les antécédents familiaux. Et avec ce calculateur, j'obtiens un risque cardiovasculaire d'ici l'âge de 80 ans, et donc pas à 10 ans comme la table score 2 que je vous ai montré. Ce même patient avec ces données a un risque de 18,9% de faire un événement cardiovasculaire d'ici l'âge de 80 ans, rappelons qu'il en a 55. Si je lui intègre une LP petit a élevée, ici j'ai pris 175 mg par décilitre, donc j'ai exprès pris une valeur très élevée pour être illustratif, ce calculateur va nous permettre d'adapter le risque cardiovasculaire de ce patient. Et donc, ce patient qui avait 18,9% de risque, en fait, atteint 46,2% de risque avec cette LP petit a élevée. Donc, il a quasi un risque sur 2 d'ici la fin de son espérance de vie de faire un événement cardiovasculaire. On peut aussi jouer avec la flèche sur la courbe pour atteindre chaque âge. Et si j'ai pris 65 ans, c'est parce que le score 2 nous donne le risque à 10 ans. Et ici, on peut donc avoir ce risque à 10 ans. Ce calculateur nous donnerait avec le système 6,7% au lieu de 5,2% du score 2. Néanmoins, on est assez proche et la même catégorie de risque. Et en fait, avec la LP petit a, on voit que son risque à 10 ans, il est de 18,7%. Donc, il a presque triplé son risque cardiovasculaire. Donc, ce patient qu'on catégorisait en haut risque, en fait, il n'est pas en haut risque, il est en très haut risque. Et donc, nécessite un traitement certainement beaucoup plus agressif. Donc, si je peux conclure de cette addition de la LPA dans l'évaluation du risque cardiovasculaire, il faut, comme on l'a vu, le doser une fois dans la vie de tout patient, certainement afin de détecter les valeurs les plus élevées. Il faut évaluer le risque cardiovasculaire selon les recommandations internationales actuelles et intégrer la valeur de LP petit a dans cette analyse globale du risque cardiovasculaire de notre patient comme un facteur de risque additionnel et une information supplémentaire. Et donc, pour rappel, une valeur de 100 mg par décilitre, ce qui correspond plus ou moins à 250 nanomoles par litre, si le laboratoire vous le donne en nanomoles, va à peu près doubler le risque cardiovasculaire de votre patient. Voilà. Très bien, Fabien, très bien. Alors, donc, vraiment, là, tu as établi un petit peu la pratique de la lipoprotéine petit a. Donc, moi, je vais suivre maintenant avec qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a une LPA élevée. Alors, je rappelle donc à tout le monde que si vous voulez poser des questions, ne pas hésiter à les écrire sur le chat parce que oralement, ce sera plus compliqué. Donc, écrivez-les sur le chat et on les solutionnera. Enfin, on en discutera en tout cas à la fin de l'exposé. Donc, moi, je vais vous parler maintenant de qu'est-ce qu'on fait quand on a une lipoprotéine petit a élevée. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut d'abord abaisser la lipoprotéine petit a? Évidemment, ce serait la solution la plus simple. Alors, actuellement, je vous réponds tout de suite, pas vraiment. Voilà, il y a eu des études qui ont porté sur l'activité physique, ça ne change pas grand-chose. Les régimes, notamment les régimes pauvres en graisse saturée,
n'apporte pas grand-chose non plus. Au contraire, parfois, on voit même une augmentation. Il y a eu des études avec les substitutions hormonales qui montraient une diminution, mais c'est assez controversé. Et puis, on a à un moment donné évoqué l'aspirine dans une étude qui était la Women Health Study, où on voyait que les femmes qui prenaient l'aspirine avaient un taux légèrement plus abaissé, mais on voit en général que dans le contexte où on donne l'aspirine, c'est très difficile, évidemment, de donner de l'aspirine à tous les gens qui ont un LPA élevé. Il faut bien sûr la limiter aux gens qui ont un risque très élevé cardiovasculaire, qui ont déjà d'ailleurs fait souvent un problème cardiovasculaire en prévention secondaire, car il faut balancer ça avec le risque d'hémorragie. Alors, pour ce qui est des traitements lipidiques, ben, on a évidemment quelques traitements qui abaissent très fort le cholestérol LDL, notamment les statines, mais comme vous le voyez sur la figure de droite, ça ne change pas beaucoup au taux de lipoprotéine petit a. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, vous pouvez mesurer la lipoprotéine petit a, même chez quelqu'un qui est sous statine ou sous ezetimibe. Alors, les niacines qui abaissent la lipoprotéine petit a, on ne les a plus beaucoup disponibles en Belgique et même quasiment plus en Europe. C'était un médicament, on appelait ça l'acide nicotinique d'ailleurs, qui était donc une vitamine qu'on donnait à très forte dose, 2 ou 3 grammes, mais qui entraînait des effets secondaires, notamment des flushs. Et les études qui ont été faites, en tout cas les plus modernes, ont montré finalement qu'il n'y avait pas beaucoup de bénéfices cardiovasculaires et même des problèmes, notamment des problèmes de pneumonie, d'hémorragie, etc. Donc, c'est un médicament à utiliser avec beaucoup de précautions et qui est d'ailleurs devenu indisponible dans nos pharmacies. Alors, il y a les anticorps anti-PCSK9 qui, eux, effectivement, abaissent la lipoprotéine petit a. Donc, ces médicaments, juste pour vous rappeler, ne sont pas destinés à baisser la lipoprotéine petit a, ils servent surtout à baisser le LDL cholestérol par un mécanisme qui passe par une protéine qui s'appelle le PCSK9 qu'on a découvert, une protéine qui inhibe en fait l'expression du récepteur des LDL à la surface des cellules, donc ils empêchent en fait, il facilite, donc une fois que le PCSK9, cette protéine plasmatique, vient se lier au LDL récepteur, il accélère sa dégradation dans les lysosomes et donc appauvrit sa cellule en LDL récepteur, ce qui fait évidemment que la clearance en LDL est ralentie. Et les premiers médicaments qui ont été mis au point pour parer à ce problème, c'était les anticorps contre le PCSK9. Donc, je rappelle le Repatha, le Praluent, que l'on donne à raison d'une fois tous les 15 jours. Et donc, ces anticorps viennent s'attacher au PCSK9, le détruisent, et ainsi le LDL récepteur est libéré, peut recycler et entraîner une augmentation de la clearance en LDL, ce qui est d'ailleurs accompagné d'une diminution très importante du LDL cholestérol, pardon, comme vous voyez, de plus de 45 à 75%, avec déjà des études qui ont montré une efficacité sur le plan cardiovasculaire. Alors, ce n'est pas les seuls médicaments pour inhiber le PCSK9, parce qu'une autre technique, au fond, plutôt que de détruire le PCSK9, ce serait d'empêcher sa production, ce qu'on peut faire notamment avec des ARN interférents, donc comme par exemple l'inclissérant, donc le Leqvio, qui a été commercialisé il y a 1 an ou 2, qui est plutôt donc un acide ribonucléique qui interfère avec le processus de traduction, donc ça marche un petit peu comme ça. Donc l'injection que vous faites, c'est un double oligonucléotide qui, grâce à un ligand, on appelle ça le GalNAc, qui est très lié, qui se lie très fort à un récepteur qui n'existe que dans le foie, la sialoglycoprotéine récepteur. Donc tout l'inclissérant que vous injectez va dans le foie, et là dans le foie, l'oligonucléotide se sépare et le brin qui est spécifique de l'ARN messager du PCSK9 va se coller à un complexe qu'on appelle le RISC, qui existe dans toutes les cellules et qui sert en réalité à détruire l'ARN messager étranger, donc par exemple l'ARN viral. Mais ici, il va se coller à ce complexe, va se lier à l'ARN messager du PCSK9 et grâce au complexe, il va y avoir une destruction de l'ARN messager des PCSK9 et de fait, plus de possibilités que ces ARN se traduisent en protéines PCSK9 et donc plus d'inhibition du LDL récepteur. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce complexe, c'est qu'en réalité, après la destruction de l'ARN messager du PCSK9, l'oligonucléotide que vous avez injecté se recycle et il se recycle encore et encore pendant de nombreux mois, en réalité pendant
plus de 6 mois. Donc, c'est incroyable que ça reste aussi longtemps dans la cellule, mais c'est comme ça. Et donc, chaque fois que vous injectez votre produit, eh bien, ça agit pendant 6 mois. Donc, l'injection se fait suivant les modalités que vous voyez là au-dessus. Donc, première injection suivie d'une deuxième 3 mois après, comme une espèce de boost pour donner un peu plus d'effet. Et puis, c'est tous les 6 mois. Et vous voyez que ça baisse le LDL de 50%. Donc, je rappelle que tous ces produits ne sont pas pour la lipoprotéine petit a, mais qui sont remboursés en Belgique dans 2 indications, l'hypercholestérolémie familiale et les maladies cardiovasculaires athéromateuses quand le LDL cholestérol reste trop élevé. Et donc, ce sont des injections sous-cutanées qui sont prêtes à l'emploi, qu'on tient en frigo pour les anticorps et aux températures ambiantes pour les autres. Les injections se font par le médecin et l'infirmier pour les ARN messagers. Pourquoi? Ben, pas parce que c'est dangereux, mais parce qu'il faut quand même que le produit soit bien injecté, sinon il n'y a pas de traitement pendant 6 mois, tandis que pour les anticorps, on peut le laisser faire par le patient. Donc, ces anti-PCSK9 ont démontré une réduction également de la lipoprotéine petit a par un mécanisme qui n'est pas encore très bien connu, mais ce qu'on voit, c'est que quand on donne ces produits, la lipoprotéine petit a est clearée beaucoup plus rapidement. Et donc, ça abaisse la lipoprotéine petit a d'à peu près 25%. Alors, la question évidemment intéressante à se poser, c'est qu'on a fait des études avec les anti-PCSK9, notamment le Praluent avec l'étude Odyssey Outcome et l'étude Fourier avec le Repata, et une étude en cours avec le Leqvio pour l'instant. Et dans ces études, on a vu une baisse des événements cardiovasculaires d'à peu près 15%. Il y avait 18 000 patients. C'était des gens qui avaient un LDL juste au-dessus de 70. Ça a duré 3 ans et donc diminution des événements cardiovasculaires. Alors, la question était de savoir, est-ce que cette diminution était le fait uniquement de la chute du LDL ou également, est-ce qu'il y avait peut-être un effet de la lipoprotéine petit a, la diminution de la lipoprotéine petit a suite à la prise de ce fameux anti-PCSK9. Et donc, cette question, elle a été débattue évidemment et solutionnée de la façon suivante. On a divisé la population en 4 groupes, 4 quartiles, hein, donc ça veut dire 4 groupes de même nombre, mais avec des taux de lipoprotéine petit a qui augmentent. Donc vous voyez, il y avait un groupe le plus bas avec moins de 6 mg par décilitre de lipoprotéine petit a et le quartile 4, le plus élevé, avec plus de 60 mg par décilitre de lipoprotéine petit a, ce qui n'est pas encore des taux extrêmement élevés, hein, comme Fabien a montré, un patient qui avait 150 mg. Mais donc, malgré tout, on voit que, en tout cas pour le groupe placebo, vous voyez nettement qu'il y a une augmentation du risque sur les 3 ans, donc de risque de faire un événement cardiovasculaire. Alors, cette étude, elle a été faite avec des événements cardiovasculaires totaux, c'est-à-dire non seulement le premier événement, mais également les événements récurrents, ce qui donnait un nombre énorme d'événements et donc plus de puissance statistique. Mais ce qui est intéressant aussi, si vous regardez bien et vous comparez le bleu avec le brun, donc le bleu, c'est les événements chez les groupes placebo, le brun, les événements avec l'alirocumab, c'est que pour les petites concentrations de lipoprotéine petit a, il n'y a pas tellement de bénéfices, hein, il y a un petit bénéfice, mais ce bénéfice, il devient de plus en plus grand au fur et à mesure que le taux d'hypoprotéine petit a est très élevé. Alors ça, c'est intéressant parce que on sait que, donc vous voyez, ça c'est le hazard ratio, donc vous voyez que le hazard ratio devient particulièrement bas, donc ça veut dire une réduction de presque 25% dans le groupe avec le quartile 4. Alors, c'est intéressant parce que dans tous ces groupes, la réduction du LDL était la même, d'à peu près 50. Vous voyez, vous partiez d'un LDL d'à peu près 90 et vous aviez ce médicament qui vous réduisait ça de 60%, donc à peu près de 50 mg. Okay, donc tout le monde a la même réduction et pourtant chaque groupe voit une réduction plus importante d'événements cardiovasculaires au fur et à mesure que la LPA est plus élevée. Et bien sûr, le taux d'LPA qui est diminué de 25%, plus la LPA est élevée, plus la diminution en milligrammes par décilitre est importante. Vous voyez qu'elle atteint 20 mg, hein, puisqu'on part d'un LPA d'à peu près 60, donc 25, ça peut être à peu près 20%, 20 mg, pardon, de LPA. Et donc, par des méthodes statistiques, on peut évaluer quelle est la part qui est due à la chute de la LPA et la part qui est due à la chute du LDL cholestérol. Et comme vous voyez, hein, il y a une part importante, puisqu'on est à 0,90
par rapport à 0,75. Donc, on estime qu'il y a quand même 10% de réduction qui sont liées à la lipoprotéine petit a sur les 25. Hein, donc, ça fait à peu près 40% qui est attribué à la réduction de la lipoprotéine petit a. Donc, si je prends les événements dans le quartile 4 avec la lipoprotéine petit a la plus élevée, pour 100 patients année, on avait à peu près 14 événements dans le groupe placebo et on a diminué aux alentours de 9 ou même plus bas. Donc, ça veut dire que de 3,7, non, de 10, pardon, on a diminué de 3,7 événements et on pourrait dire, tiens, que 1,5 des événements qui a été sauvé, on va dire, est dû à la diminution de la LPA. Donc, en résumé, voilà, sur les 25% de réduction dans les groupes avec LPA élevé chez les patients qui ont reçu le Praluent, donc la lirocumab, on voit qu'il y a 25% de réduction, mais que 15% est lié peut-être à la réduction du LDL et 10% à la réduction de la lipoprotéine petit a. Donc voilà, petite règle, on vous dira peut-être en diminuant la LPA de 20 mg, on parvient à réduire le risque cardiovasculaire de 10%. Je vous rappelle, on dit, la règle, c'est chaque fois que vous diminuez le LDL cholestérol de 40, vous diminuez le risque de 20%. Donc, c'est à peu près le même degré de proportion. Bon, évidemment, il faut voir ça avec beaucoup de précautions parce que ce n'est pas un médicament qui diminuait la lipoprotéine petit a seul. Il y avait une diminution de la LDL. On sait aussi que la réduction du LDL donne de plus d'effets chez les gens qui sont multivasculaires avec des événements récurrents, etc., ce qui était probablement le cas du 4e quartile. Donc, est-ce que c'est dû, cette chute plus importante dans le 4e quartile, à la lipoprotéine petit a qui a baissé plus, ou est-ce que c'est simplement dû que c'était des gens qui étaient plus athéromateux et donc plus susceptibles d'être, voilà, d'avoir un bénéfice de la chute du LDL? Ça, évidemment, on ne le sait pas, on ne le saura que lorsqu'on aura des médicaments qui agissent spécifiquement sur la lipoprotéine petit a. Et c'est ce qui va nous arriver bientôt. Alors, actuellement, on n'a pas en Belgique la LDL, enfin la lipoprotéine aphérèse. Ça se fait couramment dans certains pays comme l'Allemagne. Évidemment, c'est une indication qui doit se faire pour des patients avec des LPA très élevés et des maladies cardiovasculaires très élevées. On a peu de centres qui font de la LDL aphérèse déjà, donc l'aphérèse des LDL chez les patients homozygotes, mais alors la LPA aphérèse, ça se fait encore moins, parce qu'évidemment, il y aurait beaucoup d'indications et malheureusement, cette technique n'est pas remboursée et très coûteuse. On attend surtout les médicaments qui diminuent la production de l'apolipoprotéine petit a. Et donc, il y a deux solutions. Soit on utilise celle de droite, comme pour l'inclissérant, donc on utilise des ARN interférents qui viennent se mettre sur le risque, donc sur ce fameux complexe qui tourne en rond pendant des mois et qui permet de détruire l'ARN messager donc, de nombreuses fois. Hein, donc, on a un médicament qui s'appelle l'olpasiran qui est en cours d'étude. Donc là, on aurait des injections à faire qu'une fois tous les 6 mois. L'autre méthode qui est d'utiliser des oligonucléotides antisens. Donc, eux, ils viennent juste se coller sur l'ARN messager. Il n'y a pas de complexe comme le risque qui interviennent. Et donc, il y a un épuisement très rapide des oligonucléotides, puisque chaque fois que l'ARN se détruit, ben, l'oligonucléotide se détruit aussi. Et donc là, il faut répéter les injections plus souvent. Mais paraît-il, enfin, les études ont montré qu'une fois par mois, c'était déjà bien. Vous voyez, ces études ont été publiées. Alors, on prenait bien sûr des taux d'LPA à 150 nanomoles par litre, hein, donc ce qui correspond à peu près à 70 ou 50 plutôt milligrammes par décilitre. Un LDL aux alentours de 60, donc ils étaient bien traités ces gens-là, hein, statine, ézetimibe et même anti-PCSK9. Et vous voyez que la réduction atteignait pour les oligonucléotides allèles spécifiques, le pélascarsan, 20 mg ici par semaine, c'était une réduction de 80%. Pour l'autre, l'interférent ARN, l'olpasiran, une réduction qui atteigne presque 100% et avec des injections, par contre, tous les 6 mois. Donc, on a des médicaments qui vont arriver très efficaces. Des études sont d'ailleurs en cours, des études d'outcomes sont en cours pour les médicaments pélacarsan et l'olpasiran. Hein, donc, des centres en Belgique sont impliqués, mais les recrutements sont terminés maintenant. Et donc, on attend évidemment d'avoir les résultats en 2025 ou 2026 pour savoir si on va pouvoir utiliser ces médicaments.
La sécurité est assez bonne, hein, donc c'est des médicaments évidemment qui sont orientés sur le foie, donc il faut bien sûr vérifier les enzymes hépatiques, mais il ne se passe rien de différent par rapport au placebo. On a souvent avec ces médicaments des thrombopénies, mais ce n'est pas le cas. Donc, dans d'autres domaines, hein, comme la cancérologie, on utilise aussi des ARN interférents, mais ce n'est pas le cas en tout cas pour ce qui est des lipides, hein. Il n'y a pas d'augmentation de la thrombocytopénie. Bon, voilà. Et tous les effets secondaires, myalgie et neuropathie et autres ont été bien sûr regardés. Et reins, il n'y avait pas de choses particulières. Les réactions aussi d'injection, ben, il y en a bien entendu. Bon, est-ce qu'elles sont plus importantes que le placebo? Ça n'a pas l'air de ressortir en tout cas des études ici avec le patient. Donc voilà, donc ces médicaments, on les attend avec impatience. Alors maintenant, que faire en attendant? Ben, évidemment, quand vous avez un taux d'LPA élevé, la première chose, c'est d'essayer d'intensifier au mieux la correction des facteurs de risque. Et parmi ceux-ci, bien sûr, bon, le tabac, l'hypertension, le diabète, etc. Mais parmi ceux-ci, le LDL, qui lui peut être diminué autant que possible, et même très très bas. Pourquoi pas essayer d'encore donner un push supplémentaire en diminuant encore un peu plus la lipoprotéine petit a. Et ça, en diminuant un peu plus le LDL. Et là, on a des études, bon, pas d'études d'intervention, mais on a les études épidémiologiques Caroline et Fabien ont déjà présenté. Alors, vous voyez la comparaison. Donc, si vous prenez la ligne rouge, donc, qui est l'espérance de vie, enfin plutôt la survenue d'événements chez des gens qui avaient une LPA élevée, ici à 136 nanomoles ou 60 mg par décilitre, qui avaient un LDL cholestérol à 140. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, les gens qui sont avec une LPA élevée et un LDL moyen pour la Belgique, hein, plus ou moins 130, 140, comme disait Fabien. Et puis en dessous, la ligne bleue, ben, vous avez des patients avec un LDL aussi moyen, donc la même chose, le même LDL 140, mais une LPA basse, donc la référence, le groupe de référence. Alors, si vous voyez maintenant la ligne verte, là, ce sont des patients qui ont le même taux d'LPA que la ligne rouge, mais leur taux de LDL cholestérol est à 120. Et vous voyez que ces gens, tout en ayant une LPA très élevée, développent à la même vitesse, on va dire, des événements cardiovasculaires que les patients qui ont une LPA basse. Donc, ça veut dire que ces gens ont un LDL cholestérol qui est 20 mg en dessous des patients qui étaient en rouge, hein, mais la même LPA et les 20 mg de différence suffisent à compenser l'effet néfaste de la lipoprotéine petit a. Donc, on pourrait compenser un taux élevé de LPA simplement en diminuant le LDL cholestérol. Ici, bien sûr, vous voyez que c'est des patients qui ont été étudiés à partir de l'âge de 40 ans. Donc, ça veut dire qu'il faudrait évidemment commencer très tôt dans la vie. Alors, vous voyez, vous avez une table comme celle-ci qui vous donne, en fonction du taux de lipoprotéine petit a que vous mesurez chez votre patient, en nanomoles ou en milligrammes, dans la partie droite du tableau en bleu, les chutes de LDL que vous devriez essayer d'atteindre, bon, je les ai mis en milligrammes par décilitre, selon l'âge du patient. Donc, par exemple, vous voyez quelqu'un qui a un LPA à 330 ou 320 en nanomoles, eh bien, si vous le découvrez à l'âge de 30 ans, pour supprimer l'effet néfaste de cet LPA élevé, il faudrait diminuer depuis l'âge de 30 ans son LDL de 48 mg par décilitre. Alors, c'est un tableau qui est assez compliqué, évidemment, à retenir par cœur. Il faudrait peut-être l'avoir sur son bureau. Bon, moi, j'ai quelques repères comme ça pour me repasser avec les patients. Je retiens 120 et puis les 40, 50, 60, 80. Et j'ai un truc très simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2 pour 120. Et puis, on supprime le 3 parce que ça fait 30 ans, on va dire. Et puis, 4 pour 40, 5 pour 50. Donc, en fonction de l'âge, ça me permet de me situer plus ou moins quand j'ai un patient élevé. Bon, sinon, on peut regarder le tableau. Il y a moyen aussi de réfléchir en termes épidémiologiques, hein, vous savez, donc, comme l'a dit Fabien, un taux à 130, 150 même, donne un risque à peu près de 2. Donc 2, c'est le risque de tabagisme. Hein. Donc le tabagisme augmente le risque de 2 fois chez un patient de 50 ans, par exemple. Or, vous savez que toute diminution du LDL de 40 mg dans les études avec des statines réduit le risque de 20%, parce que les études durent 4 ans. Si on va plus loin sur 5 ans, c'est une diminution de 25%. Et quand on sait, quand on a des variants génétiques qui varient le LDL depuis le plus jeune âge
de 40 mg, donc des variants vraiment qu'on a hérités qui font baisser le cholestérol, on sait que la réduction est de 50%. Donc voilà, on a notre réduction de 50% pour annuler l'augmentation de 2 fois d'une LPA à 120 ou du tabagisme. Et c'est cette diminution de LDL de 40 mg qu'il faudrait obtenir chez un patient qui a un LDL, comme une hypoprotéine petit a à 120, mais il faudrait commencer à l'âge de 30 ans. Et si vous avez commencé à l'âge de 60 ans, ben c'est comme les études avec les statines. Là, il faut plutôt commencer alors avec une réduction de LDL du double, soit de 40 mg. Enfin voilà, c'est un truc pour retenir les choses et comprendre un petit peu ce tableau. Sinon, il y a des formules mathématiques qui ne sont pas exactement parfaites, hein, mais vous pouvez, si vous avez votre ODLPA, dire, tiens, voilà, je vais soustraire 30 en milligrammes et diviser par 2, ou si c'est en nanomol, vous soustrayez 70 et vous divisez par 4 et vous obtenez plus ou moins, je vais me dire les chiffres qui correspondent à l'âge de 40-50 ans, mais plus ou moins. Alors, il n'y a pas de formule facile, ça demanderait d'avoir des exposants pour y arriver ou des logarithmes, ce qui est un peu plus compliqué. Mais bon, ça donne un ordre d'idée parce qu'évidemment, ce n'est pas d'une précision. Et si je reprends l'exemple qu'a donné Fabien, enfin j'ai changé, j'ai mis l'âge de 50 ans plutôt que 55 ans, mais c'est les mêmes paramètres. Vous voyez donc le risque plus ou moins qu'avait calculé Fabien tantôt. Et dans le même site, on peut s'amuser à faire varier le LDL cholestérol. Vous voyez une barre en dessous que vous pouvez vous amuser à bouger le pointeur. Et alors, vous voyez le risque qui était de 35% avec la LPA, tout d'un coup diminue à 28% parce que vous avez diminué le LDL. Donc, c'est le risque sur la vie. Si je le diminue à 40, c'est 25. Si je le diminue à 60, c'est 23, etc. Donc ici, j'ai pris une LPA à 120. Donc, on aurait pu espérer qu'à 60 mg, le risque soit devenu compensé, parce que ce que le tableau précédent nous a montré, vous voyez que ce n'est pas tout à fait une science exacte, mais enfin, c'est un tableau, enfin, c'est une façon intéressante d'essayer d'expliquer à votre patient pourquoi est-ce qu'il faut quand même baisser le LDL cholestérol et qu'on ne sait pas baisser la LPA comme ça. Alors voilà, c'est une façon en tout cas de lui dire qu'il y a peut-être moyen de le rassurer actuellement sans les médicaments qui vont arriver peut-être prochainement. Alors donc voilà, donc conclusion, il n'y a pas vraiment un consensus sur le traitement de la LPA puisqu'on n'a pas évidemment d'études qui montrent tout ce que je vous ai expliqué, des éléments indirects. Hein, mais il faut moins penser à le mesurer une fois, comme disait Caroline, hein, donc surtout s'il y a une histoire familiale ou personnelle de maladie cardiovasculaire, surtout s'il y a une hypercholestérolémie dans la famille et familiale, mais normalement, il faut le faire une fois chez tout le monde. Et si le taux est élevé, ben, il faut penser à nuancer le risque, doubler si la LPA est aux alentours de 120 pour le milligramme, corriger les autres facteurs de risque au mieux, intensifier la correction du LDL cholestérol et bien sûr vérifier parmi tous les autres membres de la famille. Hein, la transmission est dominante, donc 50% au premier degré, et peut-être prévenir les patients qu'il va y avoir dans le futur des nouveaux médicaments pour que ces gens ne soient pas perdus de vue et qu'ils puissent un jour se dire « Ah, je dois retourner chez mon docteur, il y a peut-être maintenant un médicament pour ma lipoprotéine petite a ». Voilà, merci de votre attention. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aussi aller voir cette publication qui donne pas mal de détails intéressants sur la lipoprotéine petite a. Et maintenant, on va commencer notre petite discussion en regardant les questions que vous avez pu poser pendant l'exposé. Je vois que dans le chat, il y a quelque chose. Voilà, donc je vois ici des questions. Chez un patient avec des antécédents cardiovasculaires, voilà, donc on sait déjà qu'il y a un très haut risque, c'est Audrey Marchandise qui se pose cette question-là, devons-nous doser la lipoprotéine petit a? Alors, il y a 3 questions. Devons-nous la doser? Donc, chez un patient avec des antécédents de maladie cardiovasculaire, un infarctus, est-ce qu'on doit doser systématiquement la lipoprotéine petit a? Donc, ça, c'est une bonne question pour peut-être Caroline ou Fabien. Fabien, peut-être. Puis, il y a une deuxième question. Quelle sera notre attitude selon le résultat? Bon, ça, je peux peut-être y répondre. Et quelqu'un sous anti-PCSK9, devons-nous la redoser? Eh bien, ça fait pas mal de questions. Alors, peut-être, qu'est-ce que tu penses, toi, Fabien, chez quelqu'un qui a des antécédents cardiovasculaires? Est-ce que tu doses systématiquement la lipoprotéine petit a? Et je pense que tu as répondu, en fait, parce qu'elle est apparue la question, puis tu as répondu pas mal, je pense, dans la fin de ton exposé.
Donc, certainement, de toute manière, il faut la doser chez tout le monde une fois, certainement chez ceux qui ont fait un événement cardiovasculaire. Alors, le moment, le timing, Caroline vous a dit que le fait de faire un infarctus pouvait avoir un impact sur le dosage, mais ce qu'on cherche, c'est pas tant la valeur que les 30, 20-30% de patients qui ont une valeur élevée. Donc, je dirais qu'il faut être opportuniste et le faire au moment. C'est parfois plus facile quand ils sont à l'hôpital. Et l'attitude, c'est des patients de manière très haut risque. Donc, les traiter, on va les traiter agressivement, mais on va peut-être les traiter encore plus agressivement. Il faut les traiter plus agressivement. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on n'a malheureusement pas toujours accès. Certainement, c'est des patients qui mériteraient des anticorps anti-PCSK9, mais on est en Belgique, hein, donc voilà, on sera limité aux patients à qui on peut le donner. Mais c'est sûr que ceux-là qui seraient par exemple à 7 ans de LDL, ce serait bien d'avoir un anticorps anti-PCSK9. Je pense qu'on les protégerait certainement très bien. Donc, Mais en par tout cas, exemple, si tu étais avec un patient comme ça, tu es déjà en dessous de 55, tu découvres que la lipoprotéine petite a élevée, tu as donné une statine, de l'ézetimibe. Est-ce que tu donnerais en plus du Nilemdo, par exemple, enfin, l'acide bempédoïque? on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le remboursement, ça c'est une chose. Euh, Non, 55, ouais. Allez, tu es deux, à 56, on va dire, tu as allez, 56 là. 56, oui. Alors oui, certainement. Certainement, je le ferai pour ces patients-là, oui, je le fais. Pourquoi? Alors, la difficulté, c'est qu'on sait que la baisse du Nilemdo n'est pas majeure non plus et elle est proportionnelle au taux. Donc, 56, on va gagner 20% peut-être. Ça va quand même pas être miraculeux, mais oui, je vais le faire. Je vais essayer de persuader le patient de le faire, probablement plus que le patient qui a une LP petit a normale. Ah oui, c'est bien. Il y avait donc cette question, donc quelle sera notre attitude sur le résultat? Donc ça, tu as y répondu. Et quelqu'un sous anti-PCSK9, devons-nous la redoser? Donc, si vous l'avez fait avant le PCSK9, ben, la redoser, vous pouvez toujours voir que ça a diminué, mais je ne suis pas certain que ça va apporter grand-chose. Bon, disons que vous aurez la certitude que le patient prend peut-être les anti-PCSK9, mais sinon, je ne pense pas que ça va apporter En parce que plus, c'est la la charge du diminution, patient. la diminution est de 20%. Je pense que le patient risque d'être déçu. Bon, d'abord parce que les techniques sont peut-être pas d'une précision. Il faudra certainement le faire dans le même labo, hein, mais parfois on voit des taux qui Mhm. augmentent un petit peu ou diminuent un petit peu, et c'est parfois un peu troublant pour le patient. Euh, Toi, peut-être, Caroline, tu pourrais dire un mot sur le prix du dosage de la lipoprotéine petit a. Donc, c'est à charge du patient et c'est donc, en tout cas dans notre labo, c'est donc 10,40 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est entre 10 et 12 € en fonction des labos, je pense. Ah, Donc, en bas, on est à 5 euros, nous. ah bon? Donc, nous, on a 10,40 €. Voilà. Par contre, nous, on fait le milligramme par décilitre et je sais que toi, vous avez le Nous, nano. on a le nanomol, oui. Ouais. Je sais pas Ah si oui, ça change. c'est une des questions, effectivement, parce que donc, tu as dit, Caroline, que c'était mieux en nanomole par litre. Mais alors, la plupart des laboratoires en Belgique le font en milligrammes par décilitre. Alors, qu'est-ce qu'il faut Mhm. faire? Il faut dire au laboratoire qu'ils changent de technique. Ben, ça, on n'a pas tellement de pouvoir à ce niveau-là pour leur dire maintenant. Donc, les recommandations vont de plus en plus vers les nanomoles, hein, donc qui sont plus en lien direct avec le pouvoir donc, hétérogène. Mais, donc, voilà. Tu as raison. Maintenant, En fait, si la technique aussi, donc ça dépend aussi, il faut vraiment que la technique soit indépendante, enfin, ne reconnaisse pas donc un épitope répétitif, ce qui donnait beaucoup d'erreurs auparavant, donc avec dans les dosages. Donc, Et Caroline, dans les dosages que tu nous as montré que la LPA, c'est une LDL particule, mhm. comment ça se fait qu'on ne l'a pas dans les dosages de LDL? Comment ça se fait qu'on les a? Ah non. Parce qu'on vise on vise la LPP, parce qu'on mesure la protéine A, hein. On dirige contre la protéine A, oui. Je voulais dire par là, le message aussi pour les auditeurs, c'est de dire que quand vous faites un lipidogramme classique, la LPA n'apparaît pas dans votre lipidogramme. Donc, on peut avoir des patients avec des LPA très élevés et qui ont un lipidogramme qui est très peu perturbé. Donc, ça peut être paradoxal d'avoir des patients qui ont une histoire familiale très chargée et en final, quand on regarde leur cholestérol, on se dit, bah oui, il est même pas haut pour la moyenne belge et on dose le LPA, on se retrouve avec des valeurs qui peuvent être très élevées. oui. Mais Oui, donc, alors, son non-HDL sera quand même plus élevé que chez quelqu'un qui a une Souvent, LPA normale, quoi. souvent, oui. oui, c'est une des questions ici, hein. Pouvez-vous expliquer pourquoi la LPA en milligrammes par décilitre n'est pas reflétée dans le dosage du cholestérol non HDL? Donc, il faut bien faire la distinction entre le dosage de la LPA, qui sont un dosage de protéines, hein, qui n'est pas du dosage du cholestérol, et le cholestérol non HDL. Mais peut-être, Fabien ou Caroline, tu peux dire un petit mot là-dessus?
sur la correction peut-être qu'on peut faire pour, enfin, c'est peut-être pas le cholestérol non HDL, mais on peut corriger le taux d'LDL en fonction du taux d'LPA. Ben oui, parce qu'il y a encore un petit peu de cholestérol dans la LPA, donc on dit souvent que la LPA contient à peu près 30% de la masse en milligrammes par décilitre de Oui. cholestérol. On pourrait s'amuser à faire un calcul LDL moins LPA, mais 30% de la LPA pour avoir la quantité réelle de LDL pur, et on a les 30% en milligrammes par décilitre de LPA qui reflètent le cholestérol qu'on a dans la LPA. Mais bon, Mais les bon, en études. pratique, Ouais, ouais. l'important, c'est de connaître l'ensemble du cholestérol Bah athérogène, oui, quand oui, même. oui, Donc, voilà. Donc, exact. Donc, dans le non-HDL, la LPA, le cholestérol de la LPA intervient dedans. et alors, la question qui suit est qu'est-ce qui se passe avec le cholestérol contenu dans la particule de LPA? Tu sais répondre à ça, Caroline? Ben, la même chose qu'avec le cholestérol contenu dans les LDL. De manière plus Il marquée, passe à parce que travers la paroi, ça entraîne donc. Oui, Fabien, tu voulais. mais de façon plus marquée, la particule de LPA est particulièrement hétérogène, donc elle C'est va plus d'autant plus pro-inflammatoire, surtout, quoi. Donc, la réaction inflammatoire est plus importante. Donc, oui. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la LPA n'est pas métabolisée par le LDL récepteur comme le LDL. Donc, du Oui. coup, Mhm. elle reste plus longtemps dans le sang, elle circule plus longtemps, donc elle s'oxyde aussi plus facilement. Et donc, c'est Mhm. parfois d'ailleurs dans le temps, mais je n'ai jamais vu de confirmation, on disait qu'avoir des taux de LPA très, 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 très élevés pouvait conduire même à une résistance aux statines, puisque quand vous avez des statines, ben, vous augmentez les LDL récepteurs, c'est l'action de les statines, hein, c'est d'appauvrir la cellule en cholestérol et donc d'augmenter l'expression des LDL récepteurs. Mais comme les particules qui contiennent la lipoprotéine petit a ne sont pas captées par le LDL récepteur, ben, du coup, ces particules-là n'étaient pas éliminées. Bon, j'ai Mhm. rarement vu vraiment le cas en pratique, même avec des taux très élevés. Bon, donc c'est que c'est pas aussi simple que ça, évidemment, on ne connaît pas encore très bien le Oui. métabolisme de l'LPA. On ne sait pas Alors, très il y bien. a, Oui. alors, il y a une autre question. Enfin, je ne sais pas, on peut répondre ensemble, mais donc, quand on découvre justement dans une famille des taux d'LPA élevés, qu'on se retrouve parfois avec des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec des taux d'LPA élevés et un LDL, voilà, qui est, on va dire, moyen à 130 ou 140 pour la population belge, qu'est-ce qu'on fait avec ce patient? Qu'est-ce que vous avez comme idée, vous? Alors, chacun a sa petite idée, à mon avis. pour ton patient, ben, le traiter, il faut le traiter agressivement. Donc, Diminuer son LDL, quoi, oui. Donc, allez, disons qu'il a une LPA à 120, je pense celui-là, parce que le risque est doublé, hein. Donc, Mhm. ça veut dire qu'il a un risque double d'un jeune du même âge qui a un LDL cholestérol à 130. Donc, enfin, voilà. après, c'est toujours le principe de la prévention primaire. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une discussion avec le patient, peser les bénéfices et les risques d'un traitement à long terme, mais bien insister sur ce risque-là. Après, tu l'as dit et montré, c'est le même risque qu'un tabagisme. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'on arrive à convaincre nos patients d'arrêter de fumer. Mais donc, parfois, c'est plus marquant, peut-être parfois plus facile de leur faire admettre quand c'est de la LPA parce qu'on ne sait rien y faire, ne serait-ce que de traiter. Après, c'est un choix à discuter avec le patient. C'est Ouais. qu'est-ce qu'il souhaite? Est-ce qu'il veut une protection? Est-ce qu'il ne la veut pas? À quel moment débuter un traitement quand le patient est en prévention primaire? C'est le même débat en fait que pour la prévention, pour le traitement classique du LDL cholestérol. Oui, c'est pas une question facile. Et moi, parfois, j'ai souvent tendance alors à regarder les antécédents familiaux, parce que si dans la famille, effectivement, alors on ne sait pas si les autres ont eu une LPA élevée, mais si dans la famille, il y a des personnes qui ont eu des infarctus à 30, à 50 ans, pardon, alors donc le monsieur qu'on soigne, il a 30 ans, on se dit non d'une pipe, dans 20 ans, il va peut-être faire un infarctus à cause de sa LPA, surtout si la personne qui a eu son infarctus ou autre donc, on ne sait pas si elle a une LPA élevée, mais n'a pas de facteur de risque. Était, parfois, on raconte que son oncle avait été sportif, mangeait bien, etc. Il a fait malgré tout un infarctus. On se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'il va arriver à ce patient qui a une LPA élevée? Donc, parfois, on est beaucoup plus tenté, évidemment, d'agir vite. Maintenant, ce n'est pas toujours nécessaire, hein. Il y a des gens avec des LPA élevés dans lesquels les familles n'ont rien du tout. Donc là, comme tu dis, il faut bien les informer, il faut surtout leur expliquer que c'est quelque chose qu'ils vont porter toute leur vie. Et à un moment donné, il va falloir faire
quelque chose, donc peut-être pas tout de suite, mais peut-être quand même dans les prochaines années. Et donc, il ne faut pas qu'ils perdent ça de vue, parce que ça, c'est évidemment quelque chose que les gens ne vont pas nécessairement retenir, et les médecins traitants ou les spécialistes, évidemment, ils passent, ils ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je n'en vois pas. Enfin, une des choses que j'ai appris de Michel Langlois, qui est un grand spécialiste en Oui. laboratoire, c'est que le seul essai où on donne les nanomoles par litre, c'est un essai qui se fait sur des machines Roche avec un essai d'en-cas. Donc, si vous voulez parler à vos biologistes, ils doivent normalement changer leur machine, mais c'est très compliqué, évidemment, parce que la plupart utilisent d'autres machines, comme les machines Siemens, etc. Mais il faut une machine Roche et un essai donc, qui s'appelle d'en-cas. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ah, il y a encore ici Question, François oui. Clouse qui pose l'exemple avec le patient jeune LPA 120, peut-il avoir une statine en termes de remboursement? Le remboursement est basé sur les statines est basé sur le score 2 ou toujours sur le score belge. Ben, enfin oui, vas-y, tu veux répondre, Fabien? Mais il y a plus de remboursement pour les. Enfin, le remboursement n'est plus limité, n'est plus limité. Donc, n'importe qui peut avoir une statine, vous pouvez même le donner à un patient à faible risque. Si la question est sur le remboursement, comme les hypercholestérolémies familiales en catégorie A, non, l'hyperlipoprotéinémie A, même si elle est familiale, ne permet pas le remboursement en catégorie A. Donc, il peut avoir une statine, mais par contre, il n'aura pas accès aux autres traitements. J'ai par exemple, pour vous donner l'exemple, une patiente vasculaire non, pardon, une patiente qui a un taux très élevé de lipoprotéine A, mais malheureusement, son LDL est assez bien contrôlé sous statine ézetimibe. On aimerait lui donner quelque chose, mais elle n'entre pas dans les critères de remboursement d'un PCSK9 parce que son LDL, en fait, est assez bien contrôlé qu'un traitement classique de LDL, malgré qu'elle a 2 grammes par litre de lipoprotéine A. Donc, on est dans des valeurs qui sont largement supérieures à ce qu'on a déjà discuté là maintenant. Oui, oui. Oui, si on regarde le score 2, hein, mais évidemment, le score, il s'arrête à 40 ans, hein, on ne sait pas descendre plus bas. Mais un homme qui ne fume pas, qui a une tension à 125 ou 130 et un non-HDL cholestérol aux alentours de 190, ce qui n'est pas énorme, hein, donc ça veut dire que s'il a un cholestérol à 130 et un HDL à 40, 50, ben il est dans cette catégorie-là. Donc il a déjà un risque d'à peu près 2 ou 3%. Donc, s'il a une LPA élevée, à 120 par exemple, ben, vous doublez le risque, donc il n'est plus à 3%, il est déjà à 6%. Donc, il devient à risque élevé tout d'un coup. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, normalement, le remboursement est valide, hein. On peut considérer que on peut donner une statine. C'est parce je pense qu'ici, on fait encore référence à la règle des années 2014 où l'INAMI insistait très fort pour dire qu'on ne pouvait donner de statine qu'à des patients qui avait un risque de plus de 5%, mais c'était une règle très stricte qui était, je pense, qui doit être vue avec bon sens, comme le dit Fabien, en fonction d'autres éléments. Voilà, ben je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Il y a beaucoup, évidemment, de choses encore à discuter, mais alors pour ceux qui veulent le savoir, donc le PowerPoint sera disponible, hein, oui, il a été enregistré. On le mettra sur le site de l'Association belge du cholestérol, pardon, de la Société belge d'athérosclérose, donc, qui est le site BASO, je pense, hein, oui. Tu me rappelles? Non, BES, non, Belgian Lipid Club, BLC-BAS, non? Oui, c'est ça. Ben, si vous tapez Belgium Lipid Club ou Société belge BLC-BAS, d'athérosclérose ou oui. Belgium Society of Atherosclérose, vous allez trouver le site et là se mettra la vidéo, mais je ne sais pas quand. Donc, une fois qu'on aura probablement terminé tout. Donc voilà, ben, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous les participants. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci à Caroline Fabian et merci surtout à la Lipid Clinic Network qui a permis d'organiser ce webinaire. Et bien sûr, si vous avez des questions à poser encore, vous pouvez vous adresser à l'un ou l'autre d'entre nous. Voilà, merci et bonne journée à tous. Merci.